Nous sommes dimanche et le grain est posé de nouveau. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler entrepreneuriat, mais surtout d'un parcours exceptionnel qui va faire intervenir la diaspora. Également aussi le consulting, parce que la prestation intellectuelle n'est pas très en valeur chez nous. Et aussi les modes de financement. On va dévaluer tout. Donc comme d'habitude, on a été les dimanches à Bamako. C'est le grain des entrepreneurs. Alors, pour parler de tout cela, aujourd'hui, nous avons une invitée, c'est une dame. Konaté, j'ai l'impression que les gens disent que nos invités dames sont les plus marquantes. Alors, notre invitée, c'est Nene Keita Diallo, Madame Diallo, qui est la directrice de Yelema Consulting, qui est un cabinet qui accompagne les entrepreneurs dans tout ce qui est déjà structuration de l'idée, ensuite démarrage de l'activité, après accompagnement même en termes d'organisation, mais également de financement, recrutement, etc. Donc, Néné, bonsoir et bienvenue au Grain des entrepreneurs. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, Konaté, je pense que je vais te laisser le choix de lui poser la première question. C'est ça. OK. Merci beaucoup, Sio. Et bienvenue, Nana. Merci. Super. Alors, si on a un profil très intéressant. Très intéressant, On va j'avoue. parler entrepreneuriat, Ouais. financement, accompagnement. Accompagnement. Super. Et donc, moi, je commence avec la première question. Alors, Nana, moi, j'ai envie de savoir pourquoi vous avez décidé, en fait, de laisser tout en France là-bas et de venir vous installer au Mali et d'entreprendre ici. Pourquoi? Ok. Très bonne question. Donc, moi, je suis un pur produit éducatif du système éducatif français. J'ai commencé ma carrière aussi en France. OK. Et en commençant ma carrière en France dans le domaine du conseil et du recrutement, je me suis très vite posé la question de ce que je voulais vraiment pour ma carrière professionnelle. OK. On va passer 40 ans, 50 ans de notre vie à travailler. Il est important de se demander ce qu'on veut véritablement et trouver le lieu, la cause aussi qui nous tient véritablement à cœur. Et c'est ça qui m'a amené justement à réévaluer, on va dire, mon projet professionnel et à regarder d'autres horizons. OK. Et dans cet horizon-là, forcément, vu mon pays d'origine, et celui de mes parents, le Mali est très vite devenu une évidence. OK. Mais c'était l'Afrique en général et le Mali naturellement, voilà, pour aller là où tout a commencé, on va dire. OK. OK. Voilà. Super. Je pense qu'on va creuser encore un peu. Peut-être si Nene souhaite dire quelque chose que si on n'a pas dit à la présentation, peut-être si tu souhaites qu'on compléter les informations qui ont été données. Voilà. Moi, je pense beaucoup plus côté parcours. Parce que je n'ai pas parlé de son parcours. Nous dire, est-ce que Nena a quitté le Mali pour aller en France, Nena a débuté en France, etc. On veut tout savoir. Et ensuite, est-ce que Nena a entrepris d'abord en France avant de venir ici ou bien elle a juste été salariée ensuite venir commencer ici? On veut comprendre d'abord. Ça va avancer. Oui. Alors moi, j'ai été salariée en France. Donc j'ai commencé ma carrière comme salariée. OK. Et c'est quelque chose qui est très important dans mon parcours parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure école pour l'entrepreneuriat que le salariat. D'apprendre aux côtés de professionnels dans une entreprise, ça veut dire quoi? Exécuter, c'est quoi le travail? On dit amen, c'est quoi? Les gens me critiquent pour ça. Je dis ça à chaque fois. Non, Continue. c'est une réalité. Ouais. Construire une entreprise, il faut savoir ce que c'est qu'une entreprise. Et la meilleure manière de savoir ce que c'est qu'une entreprise, c'est d'avoir travaillé dans une entreprise. Absolument. Et pour un patron. Voilà. Donc, je pense que c'est très important et le salariat, c'est quelque chose que je ne regretterai jamais parce que ça m'a vraiment forgé et ça m'a donné les premiers réflexes professionnels qui m'ont permis de créer mon entreprise et maintenant de la développer. OK. Après, après le salariat, du coup, ça a été, mon premier pied dans le monde professionnel. OK. Et j'ai découvert, on va dire, l'entrepreneuriat et je me suis découverte une âme d'entrepreneur justement au Mali. OK. J'ai d'abord, et même en arrivant d'abord au Mali, je suis passée par la case entrepreneuriat. J'ai été directrice d'un incubateur pendant 2 ans qui accompagnait les entrepreneurs de la diaspora. Donc même là, même si j'étais à un poste à responsabilité, je restais salariée. Et ça m'a permis justement de me familiariser avec l'écosystème, me familiariser avec les problématiques de l'entrepreneuriat au Mali. Et de là, j'ai été, comme je dis souvent, piquée par le moustique, pas du palu, mais de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est une maladie incurable, je pense. Absolument. Et voilà. On a dans l'ADN. Exactement. Et donc, voilà, ça a réveillé quelque chose qui était en moi. Et donc, j'ai créé Yelema Consulting, justement, après ces premiers pas
aux côtés d'entrepreneurs de la diaspora et disons, en étant au contact d'entrepreneurs, justement, qui m'avaient beaucoup inspiré. Ok. Je pense que tu viens de confirmer en fait ce que CEO a l'habitude de dire, le salariat, parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs en fait qui crachent sur le salariat. Et si je comprends bien à travers votre parcours, je pense que le plan idéal, ce serait même de devenir salarié avant d'entreprendre. Donc, comme le secret, ça serait vraiment d'être salarié, de connaître d'abord, de faire des premières erreurs d'abord. Ouais. Et cela peut te permettre de devenir un bon entrepreneur dans le futur. Absolument. C'est ça. Absolument. En fait, je pense que si un jeune a l'opportunité de travailler, qu'il saisit cette opportunité-là de travailler comme salarié, il gagnera toujours, en fait, il gagnera toujours en compétences, il apprendra toujours quelque chose. En fait, le salariat n'est pas une perte de temps. Exactement. C'est pas une perte de temps dans l'entrepreneuriat. Au contraire, ça permet même d'accélérer la vitesse même de développement d'une entreprise. Les plus grands entrepreneurs qu'on cite souvent américains, etc., ils ont d'abord été salariés de grandes entreprises. Ils ont travaillé pour des grands patrons. Et c'est auprès d'eux qu'ils ont appris ce qu'ils ont ensuite exécuté en tant qu'entrepreneurs. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est même un accélérateur pour les futurs entrepreneurs. Super. Alors maintenant, moi, je veux savoir, quand tu as quitté la France et tu es venu au Mali, voilà, au premier vue d'œil, qu'est-ce qui était différent pour toi? Quelles sont en fait les différences que tu as remarquées, le premier choc? Parce que c'est vrai qu'il y a le bon côté, mais il y a aussi voilà, ce côté-là. On veut savoir qu'est-ce que tu as vécu et ensuite comment tu te débrouilles à changer ça. Alors, moi, peut-être que ce qui a changé et ce que j'ai dû travailler sur ça, c'est l'importance en fait du relationnel et du temps à tisser des relations en fait en Afrique et au Mali en général. Au départ, quand on arrive avec la culture française, on a cette distance-là professionnelle. Ça marche pas ici. Ça marche pas. Si on a trop ce côté-là, tout de suite, on va paraître pour quelqu'un de snob. Exactement. Voilà, non, elle prend ses airs, elle se prend pour qui. Voilà. Donc, le temps, justement, de prendre le temps de connaître la personne, de revenir plusieurs fois, discuter, avoir des discussions professionnelles et non professionnelles aussi. Et ce temps social-là, c'est un temps qui fait partie aussi même de la négociation même d'un contrat. Exactement. Ça fait partie. Ça fait partie. Et du coup, ça veut dire que ça prend plus de temps, mais on pose les bases justement d'une relation solide. Donc, il y a ce côté relationnel-là sur lequel moi-même j'ai dû travailler. Parce que quand j'arrivais, pour moi, c'était quand on essayait de m'amener vers des terrains qui n'étaient pas professionnels, je trouvais que c'était familier. Je me braquais un peu, je me disais non, je ne suis pas là pour... voilà, et je ne suis pas là pour ça. Alors que, voilà, ça fait partie du process ici. Exactement. Et on ne va pas te faire confiance sur la base seulement de ton CV et de tes expériences. Et tes compétences. Exactement. On va te faire confiance sur la base de ce que tu vas dégager en termes d'énergie. L'énergie, exactement. D'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais, comment tu vis, d'où viennent tes parents. Avec qui tu collabores. Exactement. Tout ça, ça fait partie du processus et il ne faut pas le négliger. C'est pour ça que même souvent, je disais qu'il y avait une période, j'avais l'impression d'être un spam humain. C'est-à-dire qu'il fallait être tout le temps là, présent, voir des personnes 3 fois, 4 fois, 5 fois pour qu'ils disent, tiens, non, elle là, on fréquente les mêmes endroits, on fréquente les mêmes lieux, on fréquente les mêmes personnes. Ça veut dire que potentiellement, je peux avoir confiance en elle. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vite intégrer justement pour aller plus vite. J'espère que la diaspora nous suit de toutes les façons. Nene va partager le lien parce que je pense qu'elle garde encore un bon contact avec la diaspora. Donc, ce qui permettra aux uns aux autres de se préparer avant de venir, c'est très important. L'objectif du podcast aussi, c'est un accélérateur. Ça permet de donner des informations aux uns aux autres et les permettre de prendre de l'avance, ne pas vivre les mêmes erreurs que ceux qui sont passés encore. Au moins, qui en ont parlé. Donc, Konaté, tu as une question? Peut-être, j'aimerais demander à Nene si, en fait, elle a peut-être 3 conseils à donner aux personnes qui souhaitent venir, en fait, entreprendre au Mali, comme elle l'a fait. Donc, les Maliens de la diaspora qui souhaitent venir ici, mais qui ont peur. Voilà, qu'est-ce que toi, tu pourrais les conseiller? Étant donné que vous êtes là, quand même, ça va moins. Presque 10 ans. Presque 10 ans. Donc, assez d'expérience, quand même, assez. Donc, est-ce que si tu devais les donner 3 conseils, ce serait quoi? Alors, 3 conseils.
Le premier, ça revient un peu à ce que je disais, c'est de prendre le temps vraiment de se familiariser avec les réalités du pays, avec la culture du pays et ne pas arriver avec un projet tout conçu, ficelé, verrouillé en disant c'est ça ou rien. Voilà, c'est d'arriver vraiment avec cette capacité de s'adapter, cette humilité aussi, de dire j'avais pensé ça comme ça et ça ne marchera pas comme ça parce que le terrain, la réalité m'a prouvé que c'est comme ça que ça va marcher. Donc vraiment, prendre ce temps-là de se familiariser avec les gens et avec l'environnement, ça fait partie d'un tout. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de s'allier avec des partenaires locaux de terrain. Et j'insiste sur ça parce que très souvent, moi, ce que je vois, c'est que, et c'est peut-être aussi les habitudes aussi des anciennes générations, c'est de courir, par exemple, de ministère en ministère. Je dois rencontrer, je cherche le contact de tel ministre, de tel secteur, parce que j'ai un projet dans tel secteur. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, les contacts et le réseau qui est le plus utile, c'est celui des gens qui sont dans les opérations tous les jours et qui travaillent dans le Mali de tous les jours en réalité. Les ministères, etc., c'est devenu des chaises très éphémères, on peut le dire comme ça. Absolument. Voilà, du jour au lendemain, le bon contact que tu as avec tel ou tel ministère disparaît. Mais par contre, le réseau que tu as tissé comme on dit, de bottom up, voilà. En bas, ça, c'est un réseau fiable, c'est un réseau qui est crédible, qui est périn, qui va vraiment te permettre de débloquer parfois des situations que ton réseau de très haut niveau n'arrivera pas à débloquer parce qu'ils n'ont pas la main, pour ça. Donc, c'est de prendre ce temps-là et de se dire que oui, c'est bien d'avoir du réseau de haut niveau, mais le vrai réseau pour entreprendre, c'est celui que tu vas construire avec ceux qui sont là sur le terrain depuis des années et qui vont te permettre de passer des étapes que tu n'aurais pas pu passer seul, ou alors qu'un ministre ne pourra pas, par exemple, voilà, te faire dépasser. Et après, le troisième conseil, je pense que c'est de construire vraiment une vision entrepreneuriale ou un projet qui va vraiment s'ancrer dans des vrais besoins de développement, voilà, réel. De la localité. Exactement. C'est important. Exactement, parce qu'il y a les idéaux, on aimerait bien importer beaucoup de choses parce qu'on trouve ça cool, on trouve ça fun, ça marche bien là-bas, on aimerait, mais ce qui marche le plus ici, en réalité, c'est ce qui est utile en fait, véritablement utile aux besoins de base. Exactement. Et donc, c'est de réussir à se dire, voilà, de vraiment détecter les vrais besoins du marché et d'apporter des solutions à ces besoins. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas intéressant, n'est pas utile ou n'a pas d'intérêt, mais aujourd'hui, on est dans un contexte tel que les entreprises qui marchent, les entreprises qui font vraiment, qui arrivent vraiment à se démarquer, ce sont celles qui ont vraiment capté des besoins réels et qui ont réussi à se faire une place dans le marché qu'elles auront identifié. Merci beaucoup. Je pense que la diaspora, beaucoup d'entre eux vont voir cette vidéo. C'est très important. C'est très important. En réalité, parce qu'il ne faut pas venir avec le projet ficelé tout de suite, parce que la réalité de là-bas, ici, elle est complètement différente. Ça marche pas. Tu viens ici, il faut rester flexible aussi, adapter sur le marché, mais voilà, quand tu as un projet que tu te dis, bon, il faut que ça soit sûrement à 100%, parce que c'est ce que j'ai préparé là-bas, pas vraiment ce qui va marcher ici en réalité. Donc, je pense que c'est un très bon conseil. Merci beaucoup, Néné, pour ça. Et je ne sais pas si tu as une autre question. Si, j'ai une question. Et moi, je veux peut-être qu'elle nous parle un peu. Je pense qu'on a parlé de son parcours un peu de la diaspora. Je voudrais aussi qu'elle nous parle un peu de Yelema Consulting. D'abord, le nom Yelema, c'est quoi? Parce qu'il faut le dire, on a besoin de comprendre. Et il y a cette culture-là aussi, comme elle a dit, l'attachement du Malien dépend de ce qu'il comprend. S'il te connaît, il te comprend, vous pouvez collaborer. Ça, c'est un. Et secondo, qu'elle nous dise de façon vraiment structurée comment est-ce qu'il Yelema offre son service. Déjà, peut-être les types de services, mais on va plus mettre l'accent sur le service d'accompagnement des entrepreneurs. C'est-à-dire de la première rencontre jusqu'au suivi. Voilà, comment ça se passe à Yelema Consulting. Ok. Alors, déjà, pour le nom, c'est un jeu de mots. C'est Yelema, quand tu le dis vite, c'est Yelema, donc le changement.
Et dedans, il y a la lumière aussi, Yélin. Voilà. Mhm. Donc c'est pour ça que ça s'écrit avec un Alors, M majuscule ok. pour qu'on voit en fait la jonction des deux mots. Ouais, ouais. Donc c'est le changement et la lumière en même temps. Ok. Donc voilà, donc la vision justement, c'est d'apporter un changement positif. Ok. Voilà, un changement qui va faire la différence et qui Ok. va véritablement apporter La lueur d'espoir. exactement. Ah, très bien dit. Ouais, exactement. Voilà, donc c'est ça le secret derrière le nom de Yelema. Moi, j'ai aimé. Non, c'est intéressant. Voilà, ça me tenait à cœur voilà, d'avoir un nom voilà, qui inspirait et qui était en langue locale justement pour Ok. que ça parle, en tout cas dans une langue locale, pour que ça parle vraiment de la vision et de ce qu'on souhaite apporter. Ok. Maintenant, justement, Yelema, nous, notre vision historique, c'était de dire, on a aujourd'hui des entreprises, des entrepreneurs avec beaucoup d'ambition, Mhm. beaucoup de talent, beaucoup de motivation, de détermination. Et pourtant, c'est aussi des entreprises qui sont en quelque sorte un peu délaissées parce que trop petites, trop fragiles, Ok. trop pas assez, elles sont toujours trop pas assez. Euh, Trop petites pour intéresser, par exemple, je ne sais pas moi, des partenaires financiers, trop fragiles pour pouvoir payer un accompagnement pour se structurer, Ok. pas assez professionnel pour pouvoir, je sais pas, compétir sur des grands marchés, Ok. etc. Et donc, moi, je me suis dit, c'est pas, en fait, ces constats-là ne doivent pas rester des status quo. Mhm. Ces constats-là, on doit y apporter des solutions. C'est ce que je disais Mhm. plus tôt. Et aujourd'hui, quand on regarde la masse des entreprises au Mali, 90% des entreprises, ce sont des PME. Absolument d'accord. Donc, nous, notre pari, ça a été de dire, on va s'intéresser Mhm. à ces entreprises-là qui, quand même, qui font l'économie, en réalité, du Mali, qui font l'économie même de l'Afrique Ok. et qui ont énormément de besoin d'accompagnement. C'est ça. Elles sont aussi fragiles parce que financièrement, c'est celles aussi qui ont le moins de largesse justement pour se payer de l'expertise, etc. Mais on va faire le pari, on va s'adapter, on va développer des solutions, des offres, des services qui vont s'adapter justement à ce qu'elles soient en mesure de débourser pour un accompagnement. Et c'est ça qui est Ok. important. Ok. Nous, initialement, j'ai toujours voulu que le cabinet soit vraiment indépendant financièrement des bailleurs de fonds et des partenaires internationaux. Ok. Pourquoi? Parce que pour moi, justement, ça reste quand même des partenaires qui restent assez instables, Instable, volatiles. absolument, si, si. Et le jour où C'est pas pérenne. exactement les objectifs sont atteints, et ben au final, le partenaire s'en va avec avec tout ce avec quoi il est venu. Absolument. Voilà. Donc après, c'est à nous notre responsabilité de s'approprier et de grandir au fur et à mesure de ces différents programmes. Tout ça pour dire quoi? Mhm. C'est pour dire que moi, je préfère Mhm. un franc payé par une entreprise malienne Ok. que 10 millions payés par un bailleur international. Mais Et c'est ça, c'est impressionnant, hein. Tu vois, c'est quelqu'un de la diaspora qui nous dit ça. C'est ça. Moi, je suis combatif pour cette idéologie, mais je vais la laisser finir. Mhm. Et encore une fois, ce n'est pas pour amoindrir le travail des bailleurs de fonds internationaux et on a eu nous-mêmes à Exactement. exécuter des programmes, des Avec projets avec eux. Absolument. Et j'en suis très reconnaissante parce que c'est même un de ces programmes qui m'a donné ma première chance quand je Exactement. crée le cabinet. Mais quand on veut créer une économie locale avec des entreprises locales fortes, indépendantes, eh ben, il faut faire les sacrifices qu'il faut pour pouvoir Minimum adresser. d'autonomie, en fait. Exactement. Et ce qu'on voit, c'est que nous, Dieu merci, lorsque justement, avec les différentes crises que le Mali a vécues, Mhm. on a vu que beaucoup de structures, beaucoup d'organisations ont dû aussi mettre la clé sous la porte parce Absolument. qu'ils étaient totalement dépendants de ces partenaires-là. Ok. C'est malheureux, mais nous, aujourd'hui, on a réussi justement à se tisser un réseau et une relation justement avec les entreprises maliennes qui font que on a toujours cet ancrage qui fait que on arrive tout de même à avoir des clients qui vont nous payer en direct pour être accompagnés. Difficilement, mais c'est un pari et dans le pari, il y a des sacrifices à faire et il y a aussi des contraintes aussi dans ça. Ok. Donc, et pour répondre à ta question plus précisément sur le processus, Mhm.
En général, quand un client vient vers nous, il vient avec un problème en disant, voilà, je veux, en général, c'est des problèmes très larges. Je veux être une référence dans mon secteur. Je dis, wow, voilà. Voilà, le grand objectif. D'accord. Donc, on dit, OK, tu veux être une référence dans le secteur. Qu'est-ce que tu fais? Exactement. Qu'est-ce que tu fais d'abord aujourd'hui et comment tu le fais? Okay. Donc, on va disséquer tout ça. On va faire un diagnostic. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Qu'est-ce qui marche moins bien? Et à partir de là, on va dire, voilà ta vision, être une référence dans ton secteur. Voici la stratégie, voici ce que tu dois faire pour arriver à cet objectif-là. Okay. Donc ça va passer par du conseil en management, donc la structuration, l'organisation et après la stratégie. Okay. Une fois qu'on a posé les bases, que c'est solide, maintenant on peut se projeter dans l'avenir. Okay. Et donc le client va arriver avec sa demande, on va d'abord analyser cette demande, faire un diagnostic et ensuite lui proposer un peu voilà, le plan d'action et la stratégie qui va avec pour atteindre son objectif. D'accord. Okay. Par contre, moi, je veux me pencher sur le côté financement dans le process. Okay. Donc, tu me laisses savoir, en fait, je pense que c'est l'un des plus grands obstacles en fait, auxquels les entrepreneurs sont confrontés, comme au Mali, généralement en Afrique. Donc, j'aimerais savoir quelles sont en fait les sources de financement accessibles aux entrepreneurs maliens. Oui. Alors, pour revenir d'abord sur ça, la question de est-ce que c'est le plus grand obstacle? La question de la question. Selon les entrepreneurs. Voilà, selon les entrepreneurs. Maintenant, selon ceux qui accompagnent, voilà, on peut aussi dire autre chose. Exactement. Selon les entrepreneurs, ils pensent que leur premier obstacle, c'est le financement. C'est ça. En réalité, le financement, ce n'est que le résultat de tout ce qu'il y a en fait en amont. Absolument. Tout ce qu'il y a en amont, c'est voilà, c'est les compétences, c'est l'adéquation entre le produit et le marché, c'est la structuration, voilà, c'est tout ça. Et une fois qu'on a tout ça, après les financements, en fait, c'est le contraire, les financements viennent à nous en réalité. Et en général, c'est quand on court derrière les financements qu'on s'épuise et on passe à côté de l'essentiel. On passe à côté justement de la structuration, on passe à côté du renforcement de son entreprise parce qu'au final, je pense que c'est un peu vous savez, en Afrique, en fait, on a rendu les entrepreneurs et les entreprises aussi addicts justement au financement, à la recherche de financement. Et on oublie qu'en fait, que c'est l'entreprise qui doit créer l'argent, pas le contraire. Exactement. Voilà, la richesse, c'est l'entreprise l'entreprise est créée pour faire de l'argent. Exactement. Et ce qu'on vend aux entrepreneurs, c'est qu'il vous faut de l'argent pour créer de l'argent. Où est-ce qu'on a vu ça? Allez dire ça dans d'autres continents, ils vont vous dire, mais on comprend pas votre logique. Après, c'est pas pour dire, on a besoin quand même d'un minimum au départ, d'un minimum pour faire le minimum. Voilà. Exactement. Minimum pour faire le minimum, mais c'est pas les financements qui vont faire l'entreprise. Par contre, c'est ce que beaucoup pensent. C'est ce que beaucoup pensent. Il faut le financement. D'abord, j'ai un gros projet qui demande 10 millions, donc il me faut du financement tout de suite, sinon tout part en cacahuète. Donc, ils vont se limiter à ça, à la recherche de financement seulement, tout en oubliant l'essentiel, bien sûr. Exactement. Et moi, je pense que c'est ce qu'ils doivent comprendre en réalité. Je pense même qu'il y aurait même une question sur ça. Quelles sont peut-être les étapes que tu conseilles pour un jeune entrepreneur qui souhaite se lancer? Comment est-ce qu'il doit commencer? Est-ce que, voilà, déjà que ce n'est pas le financement, l'étape numéro 1. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à l'étape numéro 2? L'étape numéro 3, qu'est-ce qu'il faut faire également? Ça peut être aussi une question intéressante. Chez Elema, on a après maintenant 6 ans d'accompagnement de petites entreprises et maintenant de grandes entreprises. Ce qu'on remarque, c'est que, disons, on a résumé ça dans une équation 3C. 3C, c'est quoi? C'est la constance, la consistance et la créativité. La constance, c'est quoi? C'est cette capacité que nous n'avons pas ou pas assez à prendre un plan et l'exécuter jusqu'au bout. La patience de se dire, j'ai un plan, il faut que je l'exécute jusqu'au bout et après, je vois si ça porte des résultats. Et si ça porte des résultats, quels résultats? Ça peut être des résultats positifs ou négatifs, mais de se dire, j'ai un plan et j'y vais. Dès que je vois, je vais jusqu'au bout de la démarche. De ne pas s'épuiser en disant, oh, j'ai posé telle action, ça n'a rien donné, donc je change. Non, parce que des fois, c'est peut-être la première action qui va peut-être être un échec, mais qui va te permettre de rebondir et de comprendre qu'en fait, d'accord. Donc, cette première action-là, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, quand je vais me relever, la deuxième action, je la ferai différemment. Donc, c'est cette constance-là de se dire que les plans,
peuvent marcher comme ils ne peuvent pas marcher, mais il faut avoir cette constance-là d'aller jusqu'au bout de sa démarche, d'aller jusqu'au bout du plan qu'on s'est fixé. Ensuite, la consistance, c'est quoi? C'est de dire en fait que une entreprise, quand elle veut se développer, quand elle veut être par exemple une référence dans son secteur, qui est l'objectif de toutes les entreprises en général, c'est que tu dois développer en fait ton expertise. Exactement. Tu dois devenir une référence experte dans ton domaine. J'en parlais pas plus tard qu'hier. Des choses toutes bêtes, mais par exemple, au Mali, on va avoir beaucoup d'entreprises dans l'agroalimentaire qui vont faire des jus de fruits, par exemple, et qui vont dire, par exemple, j'ai discuté avec justement un grand entrepreneur malien qui a développé l'épicerie à l'africaine depuis les années 90, et il me disait, il y a des aberrations. On voit, par exemple, sur certains fruits, on va dire jus de tatata, nectar de tatata. Non, jus. On va tout mettre sous le nom de jus. Alors qu'il y a jus et nectar. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est différent. Exactement. Le jus, c'est ce que tu vas presser, c'est-à-dire que le fruit a de l'eau et donc tu vas presser. Alors que le nectar, par exemple, tu vas prendre du dableni et puis de dableni, tu vas sortir du coup la boisson qui va, voilà. Donc c'est pas la même chose. Et ça, c'est des choses justement en termes de consistance. C'est ça, c'est d'être expert dans son domaine. Ça veut dire que dès que tu vas avoir l'étiquette de cette entreprise-là, un expert du domaine va dire cette entreprise-là, elle n'a pas étudié. Tu peux pas mettre jus sur telle chose. Et donc c'est de prendre aussi ce temps et d'investir aussi justement pour développer vraiment une vraie expertise dans son domaine. Absolument, ne pas faire les choses de manière superficielle en disant j'ai vu que ça se fait comme ça à côté, je vais faire pareil. Parce que peut-être que l'autre n'a pas approfondi, il n'a pas poussé la recherche, il n'a pas poussé il n'a pas poussé la maîtrise technique. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est la maîtrise technique de ce qu'on fait. Et donc, c'est d'avoir, maintenant, cette consistance-là. Et après, c'est la créativité. C'est une fois que j'ai fait mon plan, je suis allée jusqu'au bout, maintenant, j'ai une stratégie qui semble marcher. J'ai investi pour être l'expert dans mon domaine. Maintenant, comment je fais pour me démarquer? Au-delà de l'expertise technique, comment j'innove pour me démarquer et avoir une place unique, exactement, avoir un positionnement unique sur le marché. Voilà, donc c'est vraiment d'avoir cette c'est pas un processus, mais en tout cas, c'est un état d'esprit déjà, et après d'avoir des actions qui vont dans ce sens-là. Et la question du financement, au démarrage, c'est une fausse question. On se cache derrière ça. J'ai l'habitude de dire qu'au début, on t'attend et on ne t'attend pas avec l'argent de tout le monde. Moi, je suis carré. Bon, il faut faire comme les Maliens. Les Maliens comprennent ce qui est clair. Je répète encore, au début, on t'attend qui qu'on soit. Et on ne t'attend pas avec l'argent de l'autre. Il est préférable de tâtonner avec ses propres moyens, son énergie, son temps, tomber, comprendre. Et maintenant, quand on se relève là, on est sûr qu'on est rentable. Maintenant, on prend un peu chez les autres parce qu'on a la capacité de pouvoir rembourser. C'est très important. Mais en fait, moi, tu as parlé tout de suite de jus. Alors, notre sponsor même, c'est Jus Bougouni. Je ne sais pas si tu connais déjà Jus Bougouni. Si oui, tu nous le diras. Et maintenant, tu peux nous dire déjà ton expérience par rapport à Jus Bougouni. Et peut-être si tu as un conseil par rapport à ça. Je pense que tu as touché du mot. Et nous, on va essayer aussi de soutenir un peu la consommation locale et la production. Si je devais retenir quelque chose, c'est d'être bon au tout début. D'être compétent d'abord. Exactement. Travailler à ça. Travailler sur ça d'abord. Être bon, maîtriser ce que tu fais d'abord avant de procéder à la suite. Et en un mot, attirer en fait, au lieu de chercher un financement. Et quand tu es bon, tu attires. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Super. Exactement ça. Ouais. Non, je pense que Bougouni, c'est un bon exemple, je pense, d'un entrepreneur que je pense qu'on a vu grandir. Absolument. Vraiment, et passer des étapes. Le branding a changé. Les recettes, je pense que les recettes peut-être n'ont pas beaucoup évolué, mais en tout cas, on sent qu'il y a une vraie recherche justement pour innover, une vraie recherche pour améliorer le branding. Donc ça, je pense que c'est des cas d'école. J'espère qu'on pourra
qu'on pourra étudier dans 10 ans, dans 15 ans, Inch'Allah. On l'espère. Voilà, qu'on pourra dire, voilà, Jules Bougouni a commencé de telle manière, et puis avec un fondateur qui est hyper dynamique, qui est très engagé aussi pour d'autres, pour tout l'écosystème. Donc ça, je pense que c'est aussi, je pense que c'est ce type d'entreprise-là qui doit être voilà, soutenu et accompagné justement pour qu'on puisse demain les citer comme étant des success stories. Merci beaucoup. Alors, Konaté, pour revenir encore à ce que tu dis par rapport à ce qu'on retient, il y a un autre aspect aussi que peut-être Nana n'a pas dit directement, qu'on ne peut pas comprendre directement, mais que moi, je pense que j'ai retrouvé dans ces dits. C'est qu'il faut travailler en même temps sur l'entreprise que l'entrepreneur. Dans ce que j'ai compris, le développement aussi de l'entrepreneur est important. Donc, est-ce que tu peux vraiment nous approfondir ça? Parce que beaucoup ne comprennent pas et nous dire même que, voilà, à un moment donné, l'entrepreneur doit comprendre que lui-même, il doit quitter. Okay? En fait, lui, il ne mérite plus, en fait, de diriger l'opérationnel. Il peut être derrière, mais il faut laisser la place à d'autres pour que l'entreprise évolue. Je veux qu'on ait les détails sur ça aussi. C'est une question très intéressante et moi, je pense que ça a été un enseignement marquant. Il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est la distinction, en fait, que je ne me souviens plus de l'auteur ni du livre, la distinction entre travailler pour son entreprise et travailler sur son entreprise. Sur son entreprise, exactement. Voilà. Et par moment, justement, en tant que fondateur, on veut absolument être dans tout, d'être dans l'opérationnel. En fait, en général, même on n'est que dans l'opérationnel. Exactement. Et on oublie qu'en réalité, c'est pas la stratégie. On oublie que c'est pas l'opérationnel qui fait grandir l'entreprise. L'opérationnel, c'est le quotidien, c'est juste pour continuer, c'est la survie. Alors que la stratégie, c'est le lendemain et celui d'après et celui d'après. Et je pense que justement que moi, l'enseignement que j'ai compris et que je donne à beaucoup d'entrepreneurs, justement, c'est de travailler sur cet équilibre-là. Okay. Ça ne veut pas dire de se déconnecter de l'opérationnel parce que son expertise, on la gagne de l'opérationnel, mais aussi de travailler sur la stratégie parce que le fondateur, c'est lui qui a la responsabilité de demain. Mais c'est de savoir déléguer en disant, moi, je me retire un peu de l'opérationnel, je fais monter quelqu'un d'autre. Moi, j'étais chef de production, chef marketing, communication, etc. OK, maintenant, je ne serai plus chef de production, je vais juste faire de la qualité. Voilà. Donc, je reste quand même un pied quand même dans l'opérationnel, mais je prends un autre niveau. Et après, de dédier le temps avec lequel on était totalement absorbé par l'opérationnel pour travailler sur la stratégie, pour faire du développement commercial, pour réfléchir à demain, pour développer des partenariats commerciaux, pour développer son implantation à l'étranger, voilà, ce genre de choses-là. Et je pense que c'est important, arriver à un certain niveau, justement, de réussir à se sortir, en fait, de l'opérationnel. Et moi, je le dis maintenant parce que moi-même, je suis passée par là, en réalité. C'est d'être toujours dans tout et d'être toujours dans les petits papiers et dans les grands papiers. Au bout d'un moment, on s'épuise. Voilà. Carrément. Les petits, les grands papiers. Et donc, au bout d'un moment, on dit non, il faut que je laisse les petits papiers aux jeunes que tu as recrutés justement pour qu'ils apprennent à faire les petits. Quand j'ai petits papiers, c'est pas rabaissant. C'est juste que il y a des activités qui ne requièrent pas forcément en réalité la présence de priorisation, exactement en fait. du fondateur. Exactement. Il faut juste savoir déléguer aux bonnes personnes, donner l'autonomie pour bien déléguer et les compétences aussi pour bien déléguer et après se concentrer sur ce qui va vraiment faire la différence pour l'entreprise. Moi, je pense que s'il y a un autre problème du côté des PME et startups, c'est la gestion des ressources humaines. Moi-même, j'ai été confronté longuement par ce problème-là. En réalité, ça m'a causé beaucoup de problèmes. Du coup, et donc, je ne sais pas si peut-être tu as un conseil à donner en fait aux entrepreneurs pour bien gérer leur équipe et tout ça. Peut-être que ça pourrait même moi m'aider également. En fait, au tout début, c'est vrai quand même qu'on a des jeunes qui sont passionnés, donc ils ne veulent pas grand-chose. Donc, salaire côté, ça, c'est pas un problème. Mais dès qu'ils vont commencer à avoir de l'expérience tout de suite, ils vont voir aussi grand. Peut-être qu'il y aura d'autres entreprises également qui viennent à la chasse. Et donc, toi qui es petit, d'abord, tu ne peux pas te permettre de leur proposer un salaire que les grandes entreprises leur proposent. Donc, est-ce qu'il y a des techniques à mettre en place pour pouvoir les maintenir? La question est bien posée parce que pour ceux qui ne savent pas, Nene, en fait, est plus spécialiste en ressources humaines qu'autre chose. C'est son domaine phare même. C'est ma première formation de base. Et ça continue, je pense, dans les services aussi. Et j'utilise exactement toujours. On va l'écouter, Toujours. Bon, sur ça, moi, j'ai une réponse un peu radicale. Je dis tout le temps aussi, les gens ne sont pas des arbres.
C'est-à-dire que, comment tu fais? Tu ne peux pas attendre en fait t'attendre de quelqu'un que tu as recruté, que tu as formé, à qui tu as passé du temps, que tu as coaché, et qui a d'autres opportunités, avec des opportunités salariales aussi plus intéressantes. Tu ne peux pas l'empêcher de partir et tu ne peux même pas lui en vouloir. Okay. Par contre, la responsabilité de l'entrepreneur qui veut garder ses bons éléments, c'est de créer l'environnement qui va faire que, même si il est approché ou tenté par une autre entreprise, ils vont dire, ouais, mais je me sens tellement bien ici. Je me projette bien ici, même si c'est difficile, je crois, il y a une vision, il y a ce fondateur-là qui m'inspire et je sais que j'ai envie de faire du chemin avec lui. Même si même si je pourrais avoir 2 fois plus ailleurs, je préfère rester ici. Parce que ici, je sens que je suis utile, je sens que ce que je fais, ça a de l'importance, je me sens écoutée, je me sens reconnue. Toutes ces choses-là qui sont non financières, toutes comment dire, les récompenses non financières. Non financières. Qui font la différence, surtout auprès des jeunes à qui on dit vous n'êtes pas au niveau, vous n'êtes pas compétent, etc. Quand ils se retrouvent dans une entreprise qui est là, qui les félicite, qui les encourage, qui les pousse, qui leur donne des responsabilités, ça vaut des salaires, ça vaut 1 million de salaires dans une entreprise où personne va te regarder, où personne va te dire, ou alors qui va te dire tu fais jamais assez bien. Tu fais jamais assez bien, ou alors tu pourrais faire plus. Là, ok, tu as un petit salaire, mais au moins, tu travailles aux côtés de quelqu'un qui prend le temps de t'apprendre, de t'écouter, etc. Donc, c'est de créer vraiment ce qu'on va appeler une culture en fait, d'entreprise très tôt. Et je pense que c'est important, même quand on est start-up ou PME, de créer cette culture d'entreprise très, très tôt, parce que justement, ça va permettre de fidéliser ses meilleurs éléments. En fait, moi, je voulais témoigner et dire déjà par rapport à la culture qu'on a été une très bonne culture qu'il est en train de développer. En tout cas, sur ce qu'on voit à travers ses communications, il a une très bonne culture. C'est une très bonne méthode. J'apprécie bien ce que tu fais avec l'équipe. C'est très important, en fait. Ça donne même envie à ceux qui sont à l'extérieur de venir. Et là, ça te donne l'opportunité de tester parce que certains viennent pour le buzz aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais moi, là où je peux témoigner par rapport à ce que Nene dit tout de suite, c'est surtout, pour moi, un exemple concret sur le plan de carrière. En fait, créer un environnement où les gens savent que sur 15 ans, il peut progresser avec toi. Quand il atteint des résultats, il gagne et en poste, et en responsabilité, et en rémunération. Il faut créer le cadre. Ensuite, moi, je dirais une seconde chose, c'est la transparence. Par exemple, chez nous ici à l'EPER, tout est transparent. Tout le monde est au courant de tout. Donc, quand il y a des problèmes, toi, tu le sais déjà. Et ça fait que quand c'est compliqué là, souvent, ils prennent les décisions même. Je ne prends même pas les décisions. Ils me disent, bon, on sait qu'il y a telle chose. On propose même qu'on fasse ainsi. J'ai dit, il n'y a pas de problème si vous savez que vous... Et généralement, il y a aussi le leadership qu'il faut développer chez celui qui est devant, qui fait que, voilà, quand les gens savent que quand il y a des difficultés, tu es prêt à les prioriser par rapport à toi-même, ils vont forcément te suivre. Exactement. Moi, j'ai vécu sincèrement l'expérience avec le manager qu'on a ici, tu le sais. Il a eu 3 fois plus que ce que nous l'offrons. Il a refusé, en fait. Parce qu'il se retrouve, il a le plan, il a ses modèles chez nous et il veut arriver à ce niveau-là. Et nous, on n'est pas dans une optique de l'empêcher. Au contraire, on contribue à ce qu'il atteigne ce niveau-là. C'est comme je l'ai dit, un bon entrepreneur, quand tu es malin, tu proposes même pratiquement un plan dans lequel tu te retrouves même actionnaire à tes salariés. Pourquoi pas? Quand il arrive à un certain niveau. D'ailleurs, même, c'est l'un des plus grands conseils qu'on donne aux gens. Quand un salarié arrive à un niveau critique dans ta structure, si tu ne l'associes pas, il peut totalement détruire la structure, en fait. Donc, c'est un peu ce que moi, je peux ajouter à ce qu'elle a dit et c'est vraiment la clé, quoi. Exactement. Et leur parler des perspectives. Voilà vers où on s'oriente. Et toi, si tu veux faire ça, tu pourras aller ouvrir le cabinet ou l'entreprise dans telle région, dans tel pays. C'est toi qui es là, c'est toi qui as le truc. Voilà, en donnant des responsabilités, en disant, voilà, moi, sur ce dossier-là, c'est toi qui gères tout ça. Moi, je suis derrière. Tu me donnes les informations, je dis oui, non. C'est de réussir à ça, parce que ça, c'est des choses qui vont pas forcément retrouver dans une grande entreprise, parce qu'il y a déjà les cadres dirigeants qui sont là pour faire ça. Donc, et c'est des opportunités, en fait, qu'on leur donne, qui n'ont pas forcément. En fait, je dis des opportunités qu'on leur donne parce que moi, en fait, dans mon équipe, j'ai fait le choix de recruter des jeunes vraiment pour qui c'était soit leur première expérience professionnelle ou leur deuxième expérience professionnelle assez courte. Et du coup, ça veut dire que ce sont des gens qui sont là avec moi depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Même des fois, ils me disent, honnêtement, j'aurais gagné plus ailleurs, mais
voilà, ici, on a un cadre, on a ça, on a tel environnement qui fait que on a envie, il y a telle perspective. Et moi, j'hésite pas vraiment, c'est pas de les faire, pas de leur faire rêver, mais en tout cas, je leur dis, voilà, regardez, là, on est sur tel client, voilà la perspective, voilà ce que je vois. Et toi, voilà où est-ce que je te vois. Et ça, du coup, quand ils ferment les yeux, ils se disent, non, ça, voilà. Tu vois, il y a la vision de l'entreprise et après, il y a la vision que chacun des collaborateurs peut avoir dans l'entreprise en disant, quand ils ferment les yeux, voilà où je me vois et voilà ce que Repère oui, voilà, ce que Repère me promet, l'avenir glorieux que je vois avec Repère. Voilà. Choses qu'ils vont peut-être pas forcément trouver dans une grande entreprise. Rarement, tu vas rentrer dans une entreprise, un jour, tu vas dire, bon, je vais être PDG de cette entreprise-là. Ça peut arriver, mais tu vas prendre du temps. Alors que dans des petites entreprises comme les nôtres, ça peut aller très vite. Très vite. Ça peut aller très vite. En quelques années, tu peux arriver au même niveau de responsabilité que quelqu'un qui a fait le même trajet en 10 ans ou en 15 ans. Exactement. Voilà. Donc, je pense que la recette, c'est les deux, hein, créer un environnement et puis avec un plan de carrière. C'est vraiment la recette. C'est vraiment la recette. Ouais. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu au financement. Okay. Donc, je pense que déjà, Néné pilote un programme qui est Azalai Angel. Ouais. Donc, ce programme, déjà, c'est un mode de financement. Maintenant, un peu nous décrire ce que c'est. Et ensuite, pourquoi avoir accepté la mission aussi, j'aimerais savoir. Parce que je sais que Néné s'est retiré un peu de tout ce qui est financement, le projet, mais pourquoi accepter ce projet-là? Je veux comprendre. Ouais, c'est très différent. Alors, le programme Azalai Angels, c'est un programme de la Fondation Azalai. Fondation Azalai qui appartient au groupe Azalai. Groupe Azalai qui est une entreprise malienne. Avec une vision panafricaine. Panafricaine, absolument. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a tout dit. Ce qui est intéressant, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est une entreprise locale qui va proposer une solution endogène avec ses propres moyens, sa propre volonté pour apporter des solutions aux entrepreneurs et des financements alternatifs à travers l'investissement à impact pour des entreprises. Donc là, ça diffère totalement de ce dont j'ai pu parler précédemment parce que là, c'est une solution et du développement endogène. Voilà, une entreprise locale qui apporte des solutions locales aux entrepreneurs locaux. Et c'est pour ça que moi, j'ai tout de suite adhéré à la mission et à la vision, mais c'est aussi parce que je travaille avec le groupe déjà depuis quelques temps. Mais ça, pour moi, c'est véritablement une aubaine et un exemple à suivre. Il faut que nos entreprises leaders contribuent à ce mouvement-là qui nous impose au final de créer des solutions par nous-mêmes et avec nos propres ressources, nos propres moyens. Et là, par exemple, avec le programme Azalai Angels, ça s'adresse donc à tous les pays dans lesquels le groupe Azalai est présent, donc 7 pays. Et le dispositif va proposer vraiment du financement alternatif, c'est-à-dire que ce ne sera pas de la dette classique comme on peut trouver par exemple du crédit bancaire avec des intérêts dans les banques. C'est du prêt d'honneur, donc avec des prêts, un prêt à taux zéro justement pour financer des entreprises qui ont des projets très innovants, qui peuvent être très risqués et qui ne trouvent pas de partenaires financiers pour les accompagner dans ça. Ça va être du financement d'équipements, de matériel productif pour accompagner justement des petites industries qui ont besoin aussi, peut-être de micro-investissements qu'ils ne trouveraient pas dans une autre institution financière. Et donc, c'est vraiment de créer des solutions alternatives avec des moyens locaux. Et moi, aujourd'hui, je m'inscris totalement dans cette vision-là en disant, voilà, on a des ressources, elles sont peut-être maigres, mais c'est un peu comme je disais tout à l'heure, un franc CFA vaut vraiment des milliards dans une autre devise, parce que du coup, c'est de l'argent qui tourne, qui circule et qui reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc dans cette vision-là, africaine et panafricaine, il faut aussi penser au financement. Voilà, le financement, comment financer notre économie par des ressources locales, même si elles sont maigres, on prendra le temps qu'il faut pour que ça permette d'avoir des résultats. Mais au moins, ça reste des ressources qui sont là, qui sont ancrées et qui ne vont pas partir, s'en aller du jour au lendemain. Voilà. Alors, comment ça marche concrètement? Comment ça marche? Alors, donc, il y a eu un appel à projet qui a été lancé, qui s'est clôturé le 15 juillet. Et donc, on a reçu
On a reçu des centaines de dossiers Okay. qu'on va maintenant devoir évaluer. Et donc, les bénéficiaires vont être sélectionnés vraiment sur une base de, comme on est dans une démarche d'impact investing. Donc, Okay. donc on recherche d'abord des entreprises qui vont pouvoir démontrer un impact Okay. social, environnemental, dans des secteurs qui sont des secteurs prioritaires pour le développement. Okay. Donc, éducation, santé, agriculture, les technologies et la fintech en général, ou plutôt la fintech et les technologies en général, et donc d'accompagner ces entreprises-là avec des financements c'est plus des financements qui vont leur permettre après d'être des tremplins. Okay. Voilà, de faire des tremplins pour aller, par exemple, après vers des fonds d'investissement ou pouvoir aller décrocher des financements ailleurs auprès d'autres bailleurs de fonds, mais déjà de donner en fait ce financement-là tremplin qui va leur permettre de passer une étape. Et donc ces entreprises-là vont être sélectionnées et elles vont aussi être accompagnées voilà, pendant toute la durée de... Okay. Donc il y a un pack non financier en plus du pack financier. Il y a un pack financier aussi qui est non financier, pardon, voilà, qui est prévu pour les entreprises qui émettent le besoin d'un accompagnement plus technique aussi. Ok, d'accord. Konaté, tu as des questions par rapport à ça? En fait, ce que je voulais savoir, est-ce que par rapport au financement, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont favorisés pour décrocher des financements? Est-ce qu'il y a... En général? En général, oui. Par exemple, tu es dans un secteur, tu es dans le domaine de la tech, est-ce que tu es plus favorisé que celui-là qui est dans le domaine de l'agroalimentaire, un truc comme ça? Je ne sais pas si la question elle est bien posée, mais... Oui, je pense que les financements suivent souvent aussi les secteurs porteurs. Okay. Donc, en général, on va avoir beaucoup de programmes de financement dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, parce que ce sont des filières porteuses. On va avoir beaucoup de programmes de financement, par exemple, en tout cas pour l'éducation, parce que ça reste des besoins de développement prioritaire. Donc, je pense que tout va dépendre. Je dirais pas qu'il y a un secteur dans lequel il y a le plus de chances d'avoir de financement, et surtout, il faut faire attention qu'il n'y ait pas des entrepreneurs qui se disent là, il y a des financements dans ce secteur-là. Non, on a qu'à aller là-bas. On a qu'à aller là-bas, il y a de l'argent là-bas. Les chercheurs de financement. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Donc, je pense que, Konaté, je ne sais pas si particulièrement on n'a pas touché, mais bon, la question que j'avais, un peu cette réponse-là me satisfait, quoi. J'allais lui demander pour elle aussi, mais hormis le programme Azala Angels, c'est de savoir pour toi, avec ton expérience déjà de près de 10 ans au Mali, quels sont pour toi les secteurs réellement porteurs et les secteurs, par exemple, bankable? Les secteurs, je pense qu'ils sont connus. Hein. C'est encore une fois l'agriculture et l'agroalimentaire. Mais j'ai toujours un mais quand on parle de l'agriculture parce qu'on vend ce secteur-là en disant c'est un secteur porteur. Mais pour les investisseurs et notamment pour ceux de la diaspora, il faut faire très attention parce que l'agriculture est intéressante et rentable qu'à un certain niveau d'investissement. Niveau d'investissement, absolument. Exactement. C'est pas avec 50 têtes de poulet. Non. Voilà. Et non, dans une petite, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Donc, il faut aussi sensibiliser les gens en disant que oui, l'agriculture, c'est un secteur porteur, c'est un secteur qui est rentable, mais au départ, il faut arriver avec des vrais moyens pour véritablement avoir cette capacité justement de faire des économies d'échelle. Voilà, et de pouvoir vraiment générer des marges, des marges exactement intéressantes. Voilà, donc là, il y a l'agriculture. Après, il va y avoir tous les secteurs, l'agroalimentaire encore plus, voilà, l'industrialisation. Après, comme autre secteur bankable, en vrai, au Mali, tous les secteurs sont porteurs. L'assainissement, la gestion des déchets, les infrastructures. Regardez aujourd'hui le secteur de l'énergie, les énergies renouvelables. Les énergies tout est à faire en fait. Tout est à faire et à refaire. Vous voyez, la finance aussi. La finance, c'est un secteur très porteur. Exactement. Le financement des entreprises, le financement des agriculteurs, c'est un secteur où si on arrive vraiment à développer des modèles, il y a de l'argent. Surtout au niveau de, pour moi, la micro et la méso.
Moi, c'est même Exactement. pas le haut niveau. Oui. Ce dont elle parle, c'est Ouais, vraiment le micro et la exactement. microfinance. Là, En fait. justement, le bas C'est de la le pyramide, donc, bois. voilà, que les Ça grandes nous banques renvoie n'adressent même pas. au conseil donné à la diaspora. Mhm. Créer réellement des relations avec les vrais acteurs du terrain. C'est très Exactement. important et c'est là-bas que ça se passe en fait. Ouais. C'est là-bas que ça se passe. Alors, Konaté, j'ai encore une dernière question, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est de parler de tout ce qui est financement d'entreprise. Selon ton expérience, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi? Quel est le problème aujourd'hui qu'on a avec les résultats qu'on voit du financement d'entreprise au Mali? En particulier peut-être pour les PME, parce que c'est là qu'il y a le plus grand, on va dire, goulot d'étranglement, où même les gens s'étranglent même, en disant, voilà, les banques ne veulent pas nous financer, les banques disent, mais vous n'êtes pas, vous ne voulez pas parler notre langage, vous n'êtes pas prêts, vous ne voulez pas vous structurer, etc. Donc voilà, donc moi je dis qu'il y a ce statu quo qui est là, où après il y a quand même des dispositifs d'accompagnement des PME, des bailleurs de fonds qui vont mettre des lignes de crédit pour les PME, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que ça ne va pas assez vite. Parce que le constat qu'on fait maintenant, on l'a déjà fait des décennies, qu'on parle de la problématique du financement des PME, ça vient et ça revient tout le temps. Moi, ce que je pense, c'est que maintenant, il faut créer des alternatives. Un peu comme je disais avec le programme Azala Angels, mais c'est de dire, OK, on a compris que ça ne marche pas. Il n'y a pas d'autre voie. Voilà, quand on regarde par exemple l'exemple de la microfinance, à la base, c'est quelqu'un qui a dit les banques classiques, elles s'adressent que aux grandes entreprises. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas créé une banque pour les pauvres, entre guillemets? Parce que c'était ça son idée de base. À la base, c'était la banque des pauvres, la banque des démunis. Donc pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un autre modèle, même si même la microfinance, les résultats sont assez mitigés aussi. Pourquoi on ne créerait pas d'autres modèles, ou alors pourquoi on ne développerait pas d'autres modèles? Des fonds d'investissement locaux, accompagner l'émergence, le renforcement de la finance islamique, développer vraiment des alternatives, parce qu'aujourd'hui, on a très peu, en fait, on est pieds et mains liés. On a un écosystème, en fait, financier qui est très rigide, et très peu développé. Si on se tourne pas vers les banques, on se tourne vers qui? Voilà, les fonds d'investissement, il y en a très peu, il y en a très peu qui interviennent, en tout cas au Mali et au Sahel en général. Et même eux, ils sont pas encore suffisamment ils n'ont pas une taille critique pour adresser les besoins, les besoins du marché et les besoins des entreprises. Donc, il y a de la place. Et moi, cette place-là, pour moi, il faut qu'on l'occupe justement en étant innovant, en étant créatif, en se disant, on va développer des solutions innovantes pour le financement des entreprises. Mais il faut qu'on arrête on est buté à un mur et j'ai l'impression qu'on tape contre le mur depuis, depuis trop longtemps. Maintenant, il faut qu'on se retourne et qu'on dise, OK, ce mur-là, on n'a pas réussi à le casser. On va passer par la fenêtre. Ou alors, on va créer la fenêtre. J'aimerais savoir, est-ce que Néna nous a donné en fait les services proposés par l'IRM? Tu nous as donné ça? Oui. Les différents services, oui. Le conseil en stratégie, donc comment je me projette dans l'avenir et comment je développe ma vision sur le long terme. Le conseil en management, donc c'est là qu'on va retrouver la structuration, l'organisation interne, la mise en place des processus, la formation aussi, parce que tout ça, ça ne marche que s'il y a des compétences qui sont là et qui accompagnent justement la croissance. Et après, on va accompagner aussi maintenant les organisations du secteur privé, justement, parce qu'on a beaucoup travaillé aux côtés des entreprises. Et maintenant, on veut, entre guillemets, faire valoir en fait ce qu'on a compris des problématiques des entreprises pour les apporter à un plus haut niveau et permettre un peu justement d'influencer en fait un peu les programmes, les politiques, etc. pour le secteur privé, qui va ensuite faire bénéficier du coup les startups et les PME. Nous, c'est vraiment, moi, c'est vraiment mon combat. Vraiment, les PME, les grandes entreprises, et même, je pense que c'est même les entreprises africaines en général. Voilà, il faut, pour moi, c'est le combat, en tout cas, que j'essaie de mener à travers Yelema. Ok, d'accord. Alors, moi j'ai une question encore, Sio. J'aimerais savoir quel est le meilleur business conseil que Néna a réussi dans son entrepreneuriat. Ouais. Il y a le premier dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'équilibre entre travailler sur son entreprise et dans ou pour son entreprise. Et après, le deuxième,
je crois que tout à l'heure, l'un d'entre vous l'avait mentionné, mais c'est de ne pas travailler, en fait, de ne pas courir derrière les opportunités, mais de devenir en fait une opportunité. De faire en sorte que tu deviennes, ou en tout cas que ton entreprise devienne une opportunité pour les autres. Et c'est là, en fait, justement, que tu vas véritablement comprendre que tu as créé de la valeur et que tu as réussi à te positionner, en fait, sur le marché parce qu'on te reconnaît, on vient vers toi en te disant, voilà, quand je dis vers toi, c'est l'entreprise, hein, voilà, on vient vers l'entreprise en disant, vous avez quelque chose à m'apporter. Vous, j'ai compris que vous avez quelque chose de différent dont moi j'ai besoin. Là où c'est vrai qu'au départ, on s'épuise beaucoup, on court derrière les opportunités et c'est là justement qu'on rate le plus important, c'est de travailler sur sa proposition de valeur. Voilà, qu'est-ce que je fais pour que les gens me reconnaissent, que les gens reconnaissent ce que je fais de manière différenciante et qu'au final, et même après, c'est aussi une stratégie commerciale, hein, parce que ça te permet aussi d'avoir des clients qui viennent par eux-mêmes plutôt que ce soit toi qui fasses la démarche vers eux. Donc, je pense que ça, c'est un conseil très important, voilà, de devenir une opportunité. Un aimant qui attire, quoi. Exactement, attirer. Peut-être j'aurai une dernière question. Ce sera une continuité, tout simplement. C'est à toi maintenant de donner 3 questions de façon générale aux entrepreneurs maliens et particulièrement aux entrepreneurs femmes. Conseil. Ah, conseil. Ok, je me suis donné des questions, j'en ai beaucoup pour les entrepreneurs maliens. Des fois, je regarde, je dis, mais vous êtes comme ça. En fait, ça sera l'occasion aussi. De poser des questions. Pourquoi pas? Posons la question, on regardera en commentaire. Exactement. On va répondre en commentaire. Donc, on va dire 3 questions, 3 conseils. 3 conseils. Je pense que c'est bon. Et on va. On termine avec. Voilà, et le mot de la fin pour nous. C'est ça. Ok. D'accord. Donc, je vais commencer par les questions. Ok. Première question. Pourquoi quand vous venez avec un problème et qu'on vous apporte des solutions, vous disparaissez? Ça, c'est quelque chose. On vous ramène un problème, des fois, et du coup, moi, je me suis arrêtée, je me dis, est-ce que les entrepreneurs maliens n'aiment pas les problèmes en réalité? Beaucoup qui disent, voilà, non, j'ai tel problème, si tu peux me trouver une solution à ça, non, je viens, je fais, on est là. Et quand tu dis, voilà, j'ai une solution, il disparaît. Il ne répond plus, ou alors on commence à parler dans des langues différentes, comme si ce n'était pas moi. C'est comme si, moi, j'ai jamais dit ça. Quoi? Donc voilà, pourquoi? C'est quoi le problème? On attend les réponses en commentaire. Non, après les autres, après pour les conseils maintenant, et en particulier pour les femmes, c'est ça? Oui, en particulier pour les femmes. En particulier pour les femmes, je pense que ce sera vraiment de travailler sur on doit en tout cas prouver qu'on mérite qu'on mérite ce qu'on a. Qu'on mérite ce qu'on a et qu'on mérite d'être là où on est. C'est ça. On n'a pas à s'expliquer, à expliquer comment, du pourquoi, etc. Il y a des questions, par exemple, souvent qui viennent, oui, tu viens d'où, t'es la fille de qui, ou alors t'es l'épouse de qui. Parce que forcément, on essaie d'expliquer, mais comment ça se fait que toi, t'es là? Tu te démarques. Voilà, pourquoi tu te démarques? Qu'est-ce que le travail et la stratégie, point. Exactement, voilà. Et de ne pas avoir, se justifier. Peur de dire, voilà, de se justifier et surtout de dire, non, je suis là parce que j'ai telle compétence. Mais après, justement, mettre en avant toujours la compétence. Exactement. Et chercher toujours à être la meilleure. Peu importe le genre, parmi les hommes ou parmi les femmes, je pense que nous, les femmes, on a cette responsabilité-là d'excellence. D'excellence, ouais. Dans tout ce qu'on fait, aussi bien pour nos entreprises, mais même dans nos cercles sociaux, nos cercles familiaux, etc. C'est les femmes qu'on regarde. Exactement. Dans tout. C'est l'image. Hein. C'est l'image, exactement. Et donc, on doit être exemplaire. On doit être exemplaire, et surtout quand on est entrepreneur, parce que justement, comme il y a toujours ce stigma-là pour les femmes entrepreneurs, chaque erreur va être interprétée différemment. Un homme qui échoue, il a échoué. Une femme qui échoue, c'est on savait. Voilà, vous voyez, c'est moins de bénéfices de doute, voilà, pareil, je sais pas, peut-être on va moins nous de tolérance. Voilà, exactement, c'est ça le mot, voilà, moins de tolérance, voilà, moins de tolérance. Donc il y a ça, vraiment travailler sur la compétence, chercher l'excellence toujours, et je pense que l'excellence et la compétence, ça parlera en fait
d'elles-mêmes. Oh, et au bout d'un oh. moment, moi, c'est ce que je dis souvent quand on parle d'entrepreneuriat féminin, il n'y a pas d'entrepreneuriat féminin, il n'y a pas d'entrepreneuriat masculin. Et ce qui compte, c'est le produit et le service que tu mets sur la table. Quand ton produit il est bon, personne ne se demande hein, c'est un homme ou une femme qui a fait ça. Quand tu fais bien ton travail, tu prends un bon livrable, on ne demande pas c'est un homme ou une femme qui est derrière ça. Non. Si c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est tout. Et donc, de travailler sur ça. Ensuite, le deuxième conseil, je pense que ce serait d'être vraiment, de travailler sur cette solidarité féminine. Voilà, qu'on soit véritablement ensemble et qu'on bâtisse ensemble. On voit très bien au niveau de nos foyers, quand des femmes se mettent ensemble. C'est des problèmes. Non, c'est pas des problèmes. Voilà, c'est pas des problèmes. Dans la majorité. Non, mais vous voyez, quand, par exemple, dans une famille, quand les sœurs, les cousines se lèvent, il y a un problème dans la famille. Quand elles décident de bien faire. Alors. Oui, exactement. Ah, ok, on se comprend. Je te suis maintenant. Oui, je te suis maintenant. Voilà, en fait, c'est les deux côtés. Non, c'est ok, je comprends. Voilà, c'est dans le sens où quand des femmes se mettent ensemble, en général. Voilà. Si, je confirme. Avec la permission de Dieu, ça marche. Oui. Parce qu'on a cette Non, vous avez plus de potentiel que les hommes. Exactement, c'est ça. C'est naturel même. Exactement. On sait gérer les situations, on sait trouver des solutions. Et dans l'entrepreneuriat, pareil, je pense que si on travaillait à être encore plus solidaire, à travailler à des collaborations entre femmes, on serait plus loin que là où on est aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup des stigmas et des obstacles qui seraient tombés. Donc vraiment être solidaire et vouloir la réussite de l'autre. Et quand je dis autre, c'est homme comme femme, mais encore plus cette solidarité féminine. Travailler sur la complémentarité et non l'adversité. Exactement. En fait. Exactement. Et là, je suis d'accord parce que c'est les 2 points. Elles font plus focus sur l'adversité qui les divise, alors qu'en voyant la complémentarité, il y a plus de chances en fait qu'elles puissent réussir ensemble. Exactement. Exactement. Et se regrouper, se rassembler, voilà, dans un objectif commun pour répondre à un marché, pour aller dénicher aussi un marché. Mais voilà, vraiment cet esprit-là de solidarité, de collaboration et de bienveillance comme ça, voilà, de bienveillance collective. Et après, le troisième conseil, je pense que c'est d'être ambitieuse. D'être ambitieuse. Moi, souvent, quand j'accompagne notamment sur les pitchs, des femmes qui disent « j'ai une petite entreprise de… » Pourquoi petite entreprise? On a toujours… Un homme ne dira pas « j'ai une petite entreprise », j'ai une entreprise. Peu importe la taille. Après la taille, tu pourras dire « oui, j'ai une entreprise de… 3 salariés, les gens comprendront qu'elle est petite. Mais quand tu dis petite, en fait, tu t'amoindris toi-même et tu amoindris ce que tu fais, etc. Et du coup, d'avoir cette ambition-là dès le départ. Ta vie, hein, tu proclames comme ça. La parole et l'énergie sont des choses très puissantes. Hein. Exactement. Donc, quand tu dis tu es petit, donc en fait, ton cerveau, tu restes petit. Voilà, c'est ça. Donc voilà, d'avoir cette ambition-là, d'oser et de vraiment se dire voilà, que la réussite aussi… la réussite et la grande réussite aussi, elle est aussi féminine et qu'on a le potentiel d'y arriver. Maintenant, il faut se donner les moyens et surtout voilà, et d'avoir cette foi, cette spiritualité, cette croyance qui va nous porter tous les jours dans le fait que oui, j'ai une destinée, à moi d'aller la chercher. Dieu a écrit une destinée pour moi. Tant que je resterai assis ou assise, je ne saurais pas ce qu'il a écrit pour moi. Il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de déterminisme. Allons, comme tu disais tout à l'heure, allons-y seulement, cherchons et voilà, et faisons confiance à Dieu pour tout le reste. Mais vraiment d'avoir cette ambition et cette combativité combinée. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'encore une fois de plus, on a eu une masterclass avec une femme. Donc, pour l'information, on a dépassé l'heure. Oui, c'est ça. C'était assez intéressant. Non, c'était vraiment intéressant. Et il y a même encore beaucoup à dire. J'espère qu'on aura encore Néné avec nous. Je ne sais pas, Néné, s'il y a des gens de la diaspora que tu connais aussi, mais on va demander aussi à nos internautes de nous proposer des gens qui sont venus de la diaspora, qui ont réussi. On peut aussi les accueillir. Ce serait bien aussi qu'on parle d'eux. Voilà, c'est pour montrer aux gens on peut aller, pour se ressourcer, pour apprendre, pour avoir du financement, revenir et ensuite construire avec nous la nation. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, donc Konaté.
Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. J'ai appris beaucoup de choses. Ouais, c'est Néné important. nous a partagé qui était pépite aujourd'hui. Ok. C'était vraiment intéressant. Ok. Voilà, on va l'appeler pour en fait, le deuxième épisode. Inch'Allah. Très bientôt. En tout cas, merci beaucoup, Néné. Merci, Et merci donc, à vous. peut-être si tu as quelque chose à dire ou sinon on te donnera tout simplement la parole pour que tu puisses donner le dernier mot. Le dernier mot. Voilà. Dernier mot? Non, mais en tout cas, merci. Merci pour cette plateforme que vous avez créée pour Ok. l'entrepreneuriat et les entrepreneurs maliens. Ok. Et vraiment, je pense que c'est des initiatives comme ça dont on a besoin aussi, nous, au Mali, pour qu'on sorte un peu on sorte un peu de ce brouillard-là où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas de, Ouais. il y a pas de réussite, ou alors on a besoin, et je pense que c'est le bon moment pour le faire, dans Non. cette période-là un peu difficile, de ramener de la lumière. Ok. Voilà, et de mettre en lumière Ouais. voilà, des entrepreneurs. Donc, vraiment, bravo à vous. Je pense que c'est vous les pépites et c'est vous les stars. Merci bien, merci bien. En tout cas, Ok, c'est un merci plaisir. beaucoup Néné, Merci. merci Konaté. Je pense que c'est une émission exceptionnelle aujourd'hui qu'on a vécue C'est ça. et on attend aussi les interventions de nos internautes C'est ça. qui nous disent en commentaire déjà ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils aimeraient encore approfondir avec Néné parce que comme on l'a dit, on va l'inviter. Mais également, dites-nous si vous avez une personne que vous souhaiterez voir sur le plateau du Grain des entrepreneurs. Aussi, ils peuvent juste peut-être mentionner le secteur d'activité. Le secteur d'activité qui aussi, les intéresse. qui les On va intéresse. juste appeler quelqu'un dans ce domaine-là. Exactement. Et je pense que ce grain-là apporte énormément d'informations. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont cachées. Les entrepreneurs sont là avec beaucoup d'expérience, ils ont envie de partager. Ben, nous, on a fait un plateau pour ça. Donc, à vous justement de nous proposer des noms. On vous ramène tout simplement des pépites pour vous. Merci beaucoup, Konaté. Donc, c'était le Grain des entrepreneurs et à l'épisode prochain. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Bye bye.